Le Stream Deck de Elgato est-il votre prochain contrôleur de monitoring? En tout cas, je crois que c'est le mien. Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'incroyable Stream Deck. Est-ce que j'en ai un sous la main à vous montrer? Regardez. Cette petite machine-là, et même un autre Stream Deck encore plus intéressant, regardez. Celui-ci, le Stream Deck Plus, avec des boutons rotatifs et puis un écran tactile supplémentaire ici. Alors, dans cette vidéo, on va parler contrôleur de monitoring. Je vais vous dire pourquoi ça, en fait. Regardez, c'est peut-être mon nouveau contrôleur de monitoring. En tout cas, ça fait quelques semaines, non, 2-3 semaines que j'utilise ça. J'adore. Je vais vous dire pourquoi, comment je l'ai intégré dans un setup de mastering professionnel, comment d'autres l'ont fait. On va se poser les questions et avant ça, je voudrais vous parler des contrôleurs de monitoring et j'ai une petite histoire à vous raconter. Alors, la première fois où j'ai été intéressé comme ça par ce concept de contrôleur de monitoring, où j'étais un peu subjugué, c'était quand je travaillais comme assistant dans un studio de mastering à Paris. Il y a déjà 7-8 ans, ça remonte. J'étais assistant et puis j'avais une petite cabine, ma petite régie et j'avais une grosse boîte carrée sur le bureau qui était assez impressionnante avec des boutons, un gros bouton de volume et en fait c'était le contrôleur de monitoring. Et puis quand je tournais le bouton, ça faisait plein de bruit, ça faisait des clics, j'entendais des clics comme ça dans la pièce. J'ai mis du temps à réaliser en fait que ça c'était la télécommande et que la partie contrôle du monitoring, vraiment le processing analogique, c'est pas numérique, et ben c'était dans une boîte et en fait quand on tournait le bouton c'était des relais mécaniques qui s'actionnaient et croyez-moi, si vous faites de l'électronique, vous savez à quel point c'est complexe de réaliser ça. Les relais mécaniques, ça coûte très très cher à acheter en pièces et ensuite à intégrer dans un circuit. Mais voilà, c'est un peu le jeu si on veut un contrôleur de monitoring professionnel. Ça va prendre du temps à construire et ça se ressent sur le prix. Ça vaut une petite fortune. Moi, j'ai été choqué par le prix de cette machine. C'est le Cranesong Avo 7. Je pense que vous êtes nombreux à connaître pendant un certain temps et encore aujourd'hui, c'est un peu le standard chez les professionnels du mastering en contrôleur de monitoring. Ça faisait partie des quelques marques qu'on s'arrachait. Et aujourd'hui encore, je vois plein de gens acheter ce genre de machine. En plus, ça se double de convertisseurs de très bonne qualité, notamment pour l'époque. Et c'est vraiment trop bien, la sensation physique du bouton et tout. Franchement, j'en garde un super bon souvenir et j'étais choqué à l'époque de connaître le prix. Je suis subjugué par ce concept de contrôleur de monitoring. C'est si complexe, ce concept-là. En fait, ce qui est dur, c'est de trouver quelque chose qui soit transparent. Quand on arrive à notre niveau professionnel, surtout aujourd'hui où les convertisseurs sont transparents, c'est dur de trouver une machine qui physiquement fait des choses aussi simples que changer le volume, changer de source, de sortie, etc. Ça peut paraître un petit peu ridicule peut-être, mais quand on travaille toute la journée, c'est hyper important d'être rapide et d'être à l'aise avec ça et avoir quelque chose de physique sous la main, croyez-moi, c'est important. Et donc c'est pour ça que beaucoup de gens sont prêts à payer. Bon, moi ça fait quelques temps que je me pose la question du contrôleur de monitoring. J'ai eu pas mal de trucs récemment. Avant le Stream Deck, regardez ce que j'avais. La télécommande de Trinnov Nova qui est vraiment super avec un bouton incroyable. Le bouton, il est vraiment super. L'écran, il est pas ouf, il est en TFT, mais bon, c'est le jeu. Ça coûte quand même 1 000 € et ça, c'est la télécommande. Regardez, c'est juste une prise en USB avec des boutons et un écran en TFT. Et en fait, il faut avoir le Trinnov Nova pour vraiment que ce soit un contrôleur de monitoring complet. Donc, si on a déjà le Nova, c'est 1 000 € à rajouter de plus, c'est ok, mais si on n'en a pas, on est sur d'autres options beaucoup plus chères. Avant le Nova, j'ai eu ça. Regardez, c'est la télécommande de RME. C'est un peu le même concept, sans écran, avec pareil, une prise USB, 150-170 €, donc vraiment pas cher pour la qualité en plus RME. Le problème de ça, c'est que j'ai pas d'écran, je vois pas à quel volume je suis, et puis il me manque encore d'autres choses. Mais déjà, ça, c'est super avec une RME, je pense que c'est une super solution. Bon, ça, c'est les solutions télécommande. C'est un peu moins cher, mais il vous faut une machine derrière, que ce soit une interface, etc. Et ça a quand même ses petites limitations. Bon, du coup, on revient sur les contrôleurs traditionnels, ceux dont je vous parlais, les Cranesong Avo 7, mais aujourd'hui c'est aussi Grace Design qui lead un peu le marché avec leur M905, M908. Alors, l'intérêt de ces contrôleurs, c'est qu'ils ont un contrôle tactile, une sensation d'immédiateté qui est hyper top. Le problème, c'est souvent le prix. C'est hors de prix si on veut quelque chose de transparent. Acoustiquement, ça va coûter ultra cher. Ça prend de l'espace sur le bureau, en rack, etc. Ça peut tomber en panne, évidemment. Et puis, parfois, on a des conversions analogiques numériques pas nécessaires. On n'a pas toujours ce qu'on veut en routing numérique analogique. Et donc, des fois, on va faire des chemins de conversion supplémentaires qu'on ne veut pas avoir dans la chaîne.
Aujourd'hui, les convertisseurs sont quand même assez transparents, surtout sur ces machines-là, mais je sais que pour beaucoup de gens, ça pose encore souci. Et puis voilà, pour avoir des bons convertos, ça coûte très très cher. En tout cas, sur ces produits-là. Ce que je vous ai montré, ça, c'est les solutions qu'on peut appeler hybrides. Donc, le problème de ces solutions, c'est qu'on a des workflows qui sont un peu limités, fixes. On n'est pas toujours dans quelque chose de complètement custom. On n'a pas forcément des boutons d'aussi bonne qualité. Là, celui de la RME, il n'est pas aussi bien que celui du Trinov et encore moins bien que celui d'un Crane Song Avo 7 ou d'un Grace Design. Et puis, la flexibilité de cette solution un peu hybride, c'est que vous allez dépendre pas mal de votre interface, voilà, ou le Trinov Nova, etc. Et donc, on en arrive aux solutions un peu plus nouvelles, dont celle du Stream Deck, qui en fait plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions pour utiliser le Stream Deck. Alors, on a la solution la plus pratique pour beaucoup d'entre vous, je pense, c'est le Stream Deck qui contrôle le DAW, le logiciel. Donc vous allez pouvoir assigner soit en MIDI, soit en ESC des commandes du Stream Deck. Il y a vraiment plein de solutions. C'est la solution la moins onéreuse et qui va le plus droit au but. Donc par exemple, vous allez faire un routing, casque, etc. Modifier le volume avec votre Stream Deck, c'est top, c'est hyper pratique, ça coûte pas cher, ça coûte le prix d'un Stream Deck, c'est-à-dire 150 € en neuf. Vous pouvez aussi le faire évidemment avec d'autres solutions que Stream Deck, il y a d'autres marques qui proposent des produits moins chers. Mais évidemment, le problème de cette solution, c'est que ça marche que pour le DAW, et puis ça reste de la bidouille quand même. Et moi, ça pour moi, c'est pas possible le truc que pour le DAW. J'ai envie d'écouter la musique de Tidal, de mon navigateur internet, de Foobar, de VLC, de tous ces logiciels qui sont sur mon Mac. Donc moi ça me va pas, mais pour beaucoup d'entre vous en fait c'est peut-être tout ce qu'il faut. Donc je vous invite à considérer ceci. L'autre solution, c'est le Stream Deck qui contrôle une interface. Il y a quelques interfaces sur le marché qui ont une compatibilité avec le Stream Deck. Je crois que c'est le cas de l'Audient Auria, qui est une interface un petit peu orientée Atmos, mais pas que, mais qui fait un super contrôleur de monitoring pour l'Atmos. Ça reste une solution hybride, mais on a quand même l'avantage du Stream Deck avec tous les autres choses qu'on peut faire sur le Stream Deck et qui donc va tenir dans cette boîte. Et en plus, ça coûte pas cher un Stream Deck, encore une fois. Donc regardez si votre interface n'a pas une compatibilité avec le Stream Deck. C'est le cas, je vous l'ai dit, de l'Audient Auria, mais je sais que c'est le cas aussi. J'ai fait un studio tour sur ma chaîne anglophone où un ingé son a un setup en Atmos et lui, le Stream Deck en fait contrôle le Pro Tools Carbon, je crois, ou Matrix, non, l'Avid Matrix. Voilà, cette interface de chez Avid qui est fait notamment entre autres pour le Pro Tools avec une compatibilité Dante, et donc lui en fait ça agit comme le DAD, le Digital Audio Denmark, cette petite télécommande là. Il a ces mêmes fonctions là et d'ailleurs on a les convertisseurs de Digital Audio Denmark dans cette interface. Et donc voilà, une Avid Matrix, je crois, si je me trompe pas, il faudra que je vérifie, je vous mettrai ça à l'image. Et ça peut être contrôlé avec un Stream Deck et franchement c'est ça aussi qui m'a mis la puce à l'oreille. Mais voilà, ça reste une solution, on va dire, hybride. Moi j'en ai une à vous proposer, c'est celle que j'utilise, ça s'appelle Ginger de chez Sphere Audio. Alors là, on est sur une solution un peu plus native. Ginger, c'est donc un logiciel, Ginger c'est la marque qui produit le logiciel Sphere. Et donc là, on est sur une interface virtuelle, c'est-à-dire que votre ordi va voir cette interface, va voir Sphere comme une interface, mais en fait c'est purement virtuel. Vous pouvez évidemment dans Mac faire une interface agrégée. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai une interface qui prend toutes les entrées-sorties de ma RME et en plus qui a plein d'entrées-sorties virtuelles liées à Sphere. Et donc j'ai réglé Sphere pour avoir plusieurs entrées virtuelles. Donc je vais par exemple avoir Tidal, je vais avoir Wavelab, Reaper si je veux, etc. Moi j'ai fait juste 2 entrées, une entrée classique et puis une entrée que pour Tidal, et comme ça je peux switcher entre les deux. Et après on peut régler évidemment les sorties et puis on peut faire plein d'autres trucs, dont un truc incroyable, je peux mettre un plugin sur une sortie et vous allez voir que dans mon setup c'est absolument indispensable. Je vous propose qu'on aille voir ça, on va regarder le Stream Deck et puis Ginger. C'est parti. Allez, nous voilà donc dans Sphere et Stream Deck. Moi je vous propose qu'on commence par parler de Stream Deck avant de parler de Sphere, vous montrer comment j'ai configuré. Donc tout commence évidemment avec un plugin, enfin évidemment,
Ginger Audio propose un plugin officiel et donc on a ici quelques contrôles. Les contrôles dépendent de si on va sur un bouton rotatif ou un bouton, mais regardez moi ce que j'ai fait. Moi j'ai fait un premier bouton Ref 1. Donc en fait j'ai calibré un certain dB SPL, j'ai envoyé un bruit blanc, j'ai calculé à combien j'étais et puis j'ai créé 3 niveaux de référence. Un niveau normal, et puis un niveau élevé, et puis un niveau bas, Ref 1. Ça, c'est quelque chose que je mets en place depuis assez peu de temps au final, et qui est vraiment important, écouter à des niveaux fixes. Peu importe au final le dB SPL, c'est vrai qu'en théorie, il y a des niveaux auxquels l'oreille est un peu plus neutre, mais je pense que l'important, c'est toujours rester à des mêmes niveaux. C'est aussi un peu ce qui m'a fait changer de contrôleur de monitoring. Je ne pouvais pas faire ça sur la télécommande du Nova, et donc j'ai fait ça ici. Et donc ces niveaux, je les ai pré-réglés dans Sphère. On peut regarder les changer ici. Voilà, niveau bas, c'est là. Et ensuite, si je le modifie ici, ça restera toujours pareil sur mon Stream Deck. Enfin, je veux dire, quand je mettrai le niveau bas, ce sera le nouveau niveau qui a changé. Donc on peut avoir ces niveaux de référence. On peut aussi faire du cut, du dim, du volume, etc. On peut faire mono et side. Alors ça, j'adore moi. Hyper important pour moi pour avoir accès aux sides et aux mid. Pareil, c'est une commande qui est directement dans Ginger Audio Sphere. On peut aussi changer la sortie. Donc ça, en fait, ce sont vraiment les sorties que j'ai configurées dans Sphere. Et ensuite, j'ai mis moi-même le petit logo. Donc je suis allé mettre le petit logo de mon casque et puis le petit logo de mes enceintes. Voilà. Ça, c'est la beauté évidemment du Stream Deck. Et puis, j'ai un petit bouton, regardez en haut à droite, dans les niveaux, je peux renvoyer 10 dB si vraiment je veux écouter hyper fort. Là, c'est vraiment quand je veux avoir les 10 secondes, allez, même moins que ça, 4-5 secondes, à un niveau qui décoiffe. Très utile si j'écoute des morceaux, par exemple, qui vont aller en club. Je veux savoir comment ça sonne hyper fort. Donc voilà, tout ça, c'est fait hyper facilement. Et puis en bas, moi j'ai configuré mes sorties, donc mes entrées. Donc j'ai mon entrée en fait qui correspond à Sphère 1.2. Donc en fait quand je suis sur mon Mac, j'ai accès à plusieurs sorties. Regardez, j'ai accès à Sphère 16 Mon, voilà, qui est cette première sortie. Et puis j'ai une autre qui est que pour Tidal, que j'ai dédiée à Tidal. Je l'ai appelée ainsi. Et donc quand je suis sur mon service de streaming, je mets Tidal Sphere et après je peux switcher entre le son de Sphère 16 qui correspond à le son de mon ordi en général ou de Wavelab ou de Reaper ou de mon DAW et je peux switcher entre les deux facilement. Donc ça c'est hyper utile pour moi quand je veux faire une référence, je vais écouter un morceau par rapport à ce que j'ai dans mon DAW sans le télécharger, je peux faire ça. Et puis regardez, la beauté du Stream Deck, c'est que j'ai des boutons individuels, donc je peux mettre à niveau si je le souhaite, et ça c'est hyper pratique. Et puis j'ai accès évidemment au volume ici, le volume général, regardez, et donc hop, je reviens sur Ref 2 quand je suis pile dessus, ça c'est hyper sympa, regardez. Voilà, mais moi j'aime bien rester sur des niveaux fixes. Et puis ici j'ai un dim, voilà, j'appuie là, c'est le dim, et puis si j'appuie sur le bouton ça cut. Et ça c'est pas tout avec le Stream Deck, c'est, regardez, je peux avoir accès aussi à mes lumières connectées. Donc je peux modifier la température de ma pièce, de mes lumières, ou le niveau général des lumières, et puis éteindre. Ça c'est gadget peut-être, mais moi en tout cas c'est pratique, j'aime bien avoir ça sur mon Stream Deck. Et puis évidemment les possibilités sont infinies, je peux aussi faire des scripts, des raccourcis sur mon Stream Deck qui sont liés à mon DAW. Bon allez, on va retourner dans Ginger Sphere, regardez ce qu'on a. On a donc ici nos sources. On peut prendre ce qu'on veut, on peut faire ces sources virtuelles, vous voyez, de Sphère dont je vous parlais. On peut faire quelque chose qui est sur ma carte son, de mon MacBook, etc. Donc ça, c'est toutes les interfaces que voit mon ordi. Et donc, je peux les choisir en source. Et c'est ici que j'ai choisi donc Tidal Sphere, qui est une sortie un peu virtuelle que j'ai créée avec ce Ground Control Audio Bridge, qui est quelque chose propriétaire à Ginger Audio, mais vous voyez, ça peut être n'importe quoi, ça peut être VB Cable, qui est un petit utilitaire gratuit qui existe, ça peut être le micro de mon iPhone, etc. Donc je switch de l'un à l'autre, évidemment, je peux changer les niveaux, et puis je peux intégrer des plugins. Mais c'est pas là que j'ai envie d'intégrer des plugins. Moi, là où je veux intégrer des plugins, c'est sur mes sorties, regardez. Là, j'ai mes Dutch and Dutch, et là, j'ai mon casque. Et regardez ce que j'ai intégré, moi. Hop. J'ai intégré Sound ID. C'est trop important pour moi, Sound ID. C'est trop important parce que j'adore Sound ID sur le casque, sur mon Audes AM500. Sur tous les casques, j'adore avoir de la correction.
C'est pas grand chose, mais c'est quand même important pour moi. Et c'est ça aussi qui complexifie beaucoup mon setup. C'est-à-dire que moi, trouver un contrôleur de monitoring, pour moi, c'est très complexe. Parce que j'ai besoin de Sound ID sur mon casque. Je vous passe les détails de pourquoi il y a plein de solutions qui ne me vont pas, comme mettre Sound ID sur l'ordi, etc. Mais du coup, je crois bien que j'ai trouvé un bon compromis avec Sphere. À vrai dire, j'ai toujours été contre l'idée d'avoir des trucs system-wide, des logiciels sur mon ordi, comme par exemple Sound ID system-wide, vous voyez, qui est sur tout l'ordi. Et donc j'étais un peu réticent à l'idée de Sphere pendant un moment, mais en fait, ça marche tellement bien pour mon setup que je fais ce compromis-là. Voilà, je vous dirai un peu plus tard quels sont les autres les compromis, en gros, ce qui me dérange un peu avec Ginger et pourquoi c'est peut-être pas fait pour vous. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment magique. Et moi, j'utilise Sound ID sur le casque, mais je sais que plein de gens utilisent sur leurs enceintes. Et donc là, vous pouvez l'intégrer directement sur vos enceintes, à la sortie de vos enceintes, sans que ça affecte les autres sorties. Et on parle de Sound ID, mais ça peut être ce que vous voulez en plugin. Hein. Ça peut être, si vous voulez, un EQ tout à fait classique pour faire votre propre égalisation de goût ou corriger vos résonances modales si vous le souhaitez. Alors, il y a plein d'autres trucs dans Sphere qui sont super. On peut aussi streamer l'audio lossless, on peut faire du talkback. Moi, j'ai envoyé un Q pour envoyer à mon analyseur de spectre. Donc moi, ça part dans Mira, mais aussi dans le Sound ID. Mais on peut faire évidemment plein d'autres trucs avec le Q. Et enfin, on peut faire du surround, de l'Atmos. Vous voyez, on a un renderer Atmos. Où est-ce qu'il est ? Ouais, il est par là, vous voyez, on peut avoir le renderer de Apple, de Dolby, etc. On peut mettre des renderers qui sont aussi liés à sa propre tête, des propres courbes HRTM, donc on peut faire plein de trucs. Et ça, c'est aussi pour ça que Sphere est très connu, c'est chez les gens qui ont des setups Atmos. Pour les setups Atmos, Sphere, ils sont quand même assez cool, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 1000 solutions, hein, de toute manière, et eux, ça fait partie des solutions simples à mettre en œuvre, ou en tout cas, pas trop cher et qui permettent d'avoir des setups assez complexes. Donc voilà, Sphere s'est fait connaître avant tout pour l'Atmos, mais moi je l'utilise en mode stéréo et j'adore ça. Pas grand chose de plus à dire. Pour conclure, ce que je voulais dire, hein, c'est un peu l'inconvénient de ces solutions, c'est que c'est que ça marche que avec mon ordi. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui ramène son ordi dans mon studio, et ben ça marche plus trop, quoi. Heureusement, j'ai des solutions de secours avec l'interface. Hein. J'ai le contrôleur de Trinnov, de RME, etc. Mais ça reste quand même un peu bidouille dans le sens où ça dépend d'un ordi. Ça me dérange un petit peu et ça dérange certains studios. Je sais que certains studios commerciaux, ça va pas le faire pour eux et je comprends tout à fait. Donc voilà, on n'a pas tout dans la vie, rien n'est gratuit. Donc il n'y a pas que des avantages à Ginger Sphere, il faut mettre un logiciel sur son ordi et donc il faut que l'ordi soit connecté pour que ça marche. Vous ne pouvez pas juste venir avec, je sais pas, une platine vinyle ou des setups à bande, etc., des trucs comme ça, ou avec l'ordi de quelqu'un d'autre. Il va falloir, pour que ça marche, notamment le Sound ID du casque, qui est un ordi. Voilà, c'est un peu l'inconvénient, c'est ce qui m'avait rendu réticent à cette solution, mais au final, les avantages en valent la peine. Et donc, c'est pour ça que je vous recommande Ginger Sphere, en tout cas de l'essayer. Et je vous laisse évidemment un lien affilié en description pour l'avoir au meilleur prix. Voilà. Et puis, pour soutenir la chaîne. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.